Ton petit jeu immobilier s'arrête ici. Ces mots se sont imprimés au fer rouge dans ma mémoire et refusaient de s'effacer. La voix appartenait à mon beau-frère, Chris Irving, qui était assis sur le banc du demandeur avec un air triomphant. Il m'avait murmuré ce poison à l'oreille quelques minutes plus tôt. Juste avant le début de l'audience, il était entré dans la salle d'audience avec sa famille dans son sillage et était passé près de moi pour un bref instant. Avant même que je puisse répondre, l'huissier annonça l'ouverture de la séance et la juge Brown entra. C'était une insulte assénée avec un timing parfaitement calculé. À côté de Chris, ma sœur biologique, Nicole, arborait un sourire satisfait. Dans le public, nos parents hochaient la tête d'un air rigide, comme pour affirmer ce qu'ils croyaient être la juste revendication de leur fille. Le procès se déroulait en leur faveur, exactement comme ils l'avaient prévu. Son avocat présentait une histoire de mensonges soigneusement fabriqués. Mademoiselle Tracy Manning présente depuis longtemps d'extrêmes fluctuations émotionnelles. Elle alterne entre des périodes de clarté rationnelle et des périodes d'instabilité impulsive. L'avocat poursuivit d'une voix lourde d'une sympathie feinte. Ce contrat a été signé durant l'une de ses phases rationnelles. À l'époque, elle a déclaré, ceci est une maison de vacances pour toute la famille et a signé de sa propre volonté. Cependant, elle est récemment entrée dans une autre phase d'instabilité et tente maintenant de revenir sur cette promesse légitime afin de monopoliser un bien de grande valeur. C'était une armure logique sans faille. Parce que j'étais instable, j'avais besoin d'un tuteur. Mais comme le contrat avait été signé alors que j'étais rationnel, il était valide. Il balayait d'un revers de main le sang, la sueur et les larmes de mes 8 années de travail, les réduisant à l'achat impulsif d'une femme capricieuse. Pire encore, ils essayaient de redéfinir ma santé mentale elle-même de la manière qui les arrangeait. Chris me regarda, le coin des lèvres retroussé en un rictus. Ses yeux le disaient clairement, c'est nous qui écrivons l'histoire de ta vie. C'est ainsi qu'ils appelaient tout ce que j'avais bâti, le petit jeu immobilier de Tracy. Je restais simplement assise en silence, regardant leur farce se dérouler. La juge Brown baissa les yeux sur le contrat qui avait été soumis. Son regard s'arrêta net sur la section énumérant les détails de la propriété. Un bref silence s'installa. Puis la juge releva lentement la tête et me regarda droit dans les yeux. Mademoiselle Manning, cette adresse. C'est l'une des 12 propriétés de votre portefeuille immobilier. C'est exact? Comme c'est intéressant. J'aimerais beaucoup examiner le reste de vos biens également. L'atmosphère du prétoire se figea. Le sourire de Chris se crispa. Je regardais tranquillement la couleur quitter le visage de Nicole, ainsi que celui de nos parents. Un silence de plomb s'abattit sur la salle d'audience. Quelques instants auparavant, leur avocat débordait de confiance. Désormais, ces paroles semblaient n'être qu'un mensonge venu d'un autre monde. L'horrible rictus de Chris restait figé sur son visage. Nicole passait son regard de la juge à moi, l'incrédulité peinte sur son visage. Et nos parents. Ils ne pouvaient que rester bouche bée, incapables de comprendre la réalité qui se dressait devant eux. Ils avaient vraiment cru à l'image qu'ils avaient eux-mêmes créée. L'illusion d'une Tracy pitoyable et incompétente. Ils croyaient que je dilapidais mon argent sans compter, que j'étais au bord de la ruine, exactement comme cette illusion le dictait. C'est pourquoi il ne leur était même jamais venu à l'esprit que les mots « portefeuille immobilier de 12 propriétés » sortiraient de la bouche d'une juge. Un souvenir d'il y a 8 ans me transperça l'esprit comme un poignard. Dans le salon de mes parents, rempli de meubles coûteux, la voix de mon père résonna. Nous avons décidé d'arrêter de payer tes frais de scolarité à la fin de ce trimestre. Le mariage de Nicole coûte cher, et honnêtement, continuer à investir en toi serait du gaspillage. Ma mère enchaîna sans hésiter. C'est vrai, Tracy. Tu n'as aucun talent. Tu devrais trouver quelqu'un de convenable au plus vite et t'installer. À cet instant, je compris. Dans ce foyer, j'étais la première à être sacrifiée. Mes rêves et mes efforts n'avaient aucune valeur comparée aux décorations de mariage de ma sœur ou à l'image sociale de mes parents. Au fond de ce désespoir glacial, je fis un vœu silencieux. Je ne compterai sur personne. Je ne laisserai personne décider de ma valeur. Le pouvoir financier absolu serait mon armure et mon épée.
C'est à ce moment-là que mon petit jeu immobilier a commencé. Mais ce ne fut jamais un jeu. Ce fut un combat solitaire et brutal. Étudier l'économie et le droit par moi-même, vivre dans les bibliothèques, jongler avec plusieurs petits boulots, me frayant un chemin comme si je taillais une route à travers une nature sauvage. Pendant qu'ils se moquaient de moi, j'achetais mon premier petit appartement et économisais pour l'acompte du suivant. Ma bataille se poursuivait en silence, à l'insu de tous, mais de manière constante et infaillible. Je ramenais ma conscience de ces souvenirs au prétoire. À côté de moi, mon avocat, Maître Johnson, m'adressa un petit hochement de tête calme. Il était temps de contre-attaquer. Maître Johnson se leva lentement. Contrairement à ma famille désemparée, ses mouvements étaient calmes, empreints d'une confiance inébranlable. D'une énorme mallette, il sortit une épaisse pile de dossiers méticuleusement organisés. Rien que cela rendait l'unique contrat falsifié qu'ils avaient soumis absolument insignifiant. Madame la juge, je voudrais expliquer le portefeuille d'actifs de ma cliente, mademoiselle Tracy Manning. La voix de Maître Johnson résonna clairement, atteignant chaque recoin de la salle d'audience. Premièrement, la propriété initiale qui a été achetée il y a 8 ans, un studio dans le quartier de la vieille ville. L'acompte a été entièrement épargné par mademoiselle Manning en cumulant plusieurs emplois. Je jetai un coup d'œil à mon père dans le public. La confusion et la panique se lisaient sur son visage. Ces paroles d'il y a 8 ans résonnèrent vivement à mes oreilles, le jour où je lui avais exposé mon projet pour la première fois. L'immobilier ? Tracy, ce n'est pas un travail pour une femme comme toi. C'est un monde d'hommes, un monde sale. Tu te feras avoir et dévorer en un rien de temps. Laisse tomber. Mon père avait rejeté ma détermination comme n'étant qu'une phase de rébellion stupide. Johnson poursuivit, d'un ton neutre et factuel. La deuxième propriété a été acquise 14 mois plus tard, un petit immeuble de bureaux dans le quartier commercial du centre-ville. Il a été acheté en utilisant les revenus locatifs de la première propriété, combinés à d'autres économies accumulées par mademoiselle Manning elle-même. La troisième propriété. À chaque propriété que Johnson énumérait, le sang quittait le visage de Chris et de Nicole. Dans leur tête, ils devaient sûrement calculer désespérément la fortune que Tracy, la femme qu'ils avaient méprisée en la qualifiant de « célibataire pathétique », avait tranquillement bâtie. Et alors que leur plan tout entier commençait à s'effondrer à la base, la juge se pencha en avant, écoutant attentivement. Ce n'était plus une simple dispute familiale. L'existence d'un vaste empire immobilier était sur le point d'être révélée publiquement dans un tribunal pour la première fois. Point et la quatrième propriété ? Johnson marqua une brève pause et tourna la page. Je pouvais presque sentir cette fraction de seconde de silence se resserrer autour de leur cœur. Il continua avec la cinquième, puis la sixième propriété, lisant la liste des actifs que j'avais acquis. Chacun était, pour moi, le récit de bataille gravé dans le sang et la sueur. Lorsque l'adresse du sixième immeuble d'appartement fut lue à voix haute, je fermai instinctivement les yeux. Cette propriété. Peu après l'achat, un grave défaut de structure, non mentionné dans le rapport d'inspection, fut découvert. Les coûts de réparation dépassèrent de loin le budget initial, drainant rapidement mes liquidités. La banque refusa froidement tout financement supplémentaire, et pour la première fois de ma vie, le mot « faillite » devint effroyablement réel. Ces 2 mois furent un enfer. Une tranche de pain et un café par jour. Au mieux, 3 heures de sommeil par nuit. Je faisais des cauchemars tous les jours. Incapable de demander de l'aide à qui que ce soit, je me suis battue seule, avançant à tâtons dans un tunnel sombre, complètement isolée. Mais ce désespoir m'a rendue plus forte. J'ai couru à la bibliothèque, dévorant des manuels sur les codes du bâtiment et la mécanique des structures. J'ai rassemblé des devis de plusieurs entrepreneurs, négocié personnellement, reconstruit le plan de réparation et finalement réussi à réduire les coûts de 30%. Cette expérience m'a transformée de simple investisseuse en femme d'affaires capable de surmonter n'importe quelle adversité. Aujourd'hui, la propriété même que Johnson décrivait est l'un des actifs les plus rentables de tout mon portefeuille. Le symbole de mon désespoir était devenu, ironiquement, une arme puissante, qui brisait maintenant les derniers espoirs de ma famille.
J'ouvris lentement les yeux et regardai ma sœur, Nicole. Ses lèvres tremblaient comme si elle avait vu un fantôme, sa main agrippant le bras de son mari, Chris. Mais Chris n'avait plus le sang-froid pour la soutenir. Il se contentait de fusiller son propre avocat du regard, des yeux qui disaient clairement « incompétent ». Alors que Johnson passait aux 7e et 8e propriétés, un murmure parcourut le public. Les huissiers et les autres avocats, qui avaient probablement considéré cela comme une simple et étrange dispute de propriété familiale, étaient visiblement ébranlés. Pas de surprise. Ce qui était révélé n'était pas simplement une liste d'actifs personnels. C'était le portefeuille d'une actrice majeure et invisible qui avait discrètement mais de manière décisive façonné le marché immobilier de la ville. Je ne quittais pas mes parents des yeux. Ma mère, Suzanne, n'avait plus le sang-froid pour jouer à l'héroïne tragique. Elle ne pouvait que serrer son mouchoir. Mon père, Richard, était passé de la confusion à la colère, et maintenant à toute autre chose, l'humiliation. Pour lui, la prise de conscience que sa fille avait atteint un succès bien au-delà du sien, et ce, à son insu, avait dû briser sa fierté au plus profond de lui-même. Quand je vivais encore à la maison, chaque fois que la famille se réunissait pour les fêtes, mon père me présentait toujours de la même manière. Voici ma fille aînée, Tracy. Une fille simple, sans talent particulier, mais elle est gentille. Ce n'était pas de l'affection. C'était une malédiction, définissant ma valeur comme étant inoffensive mais incompétente, une façon de me garder sous son contrôle. Chaque fois que Nicole ramenait son riche mari, Chris, mon père me disait, « Prends exemple sur Nicole. Le bonheur d'une femme vient du fait de trouver un homme bien. Mon succès détruit chaque malédiction qu'ils ont jamais placée sur moi. Mon existence même est un rejet complet de leur valeur. C'est pourquoi, dans leur monde, je devais être pauvre et malheureuse pour que leur petit univers fragile puisse rester intact. » Le bruit de Johnson tournant une page résonna dans le prétoire silencieux. 9e propriété. Sa voix sonnait comme le gong annonçant le début de ma vengeance contre le passé. Et la 10e propriété, quartier du centre-ville, 15 Riverside Avenue, immeuble commercial, communément appelé les Phoenix Loft. Au moment où Johnson prononça ce nom, l'atmosphère du prétoire changea une fois de plus. Ce n'était pas le même murmure agité qu'auparavant. C'était un choc silencieux teinté de stupeur. Je vis plusieurs journalistes dans le public se mettre à prendre des notes à la hâte. Les Phoenix Loft. Ce nom est connu de quiconque fait des affaires dans cette ville. Autrefois considéré comme un bâtiment de briques délabré si dangereux qu'on l'appelait un foyer de criminalité, c'était une verrue que même la ville avait abandonnée. Puis, il y a plusieurs années, un investisseur anonyme a acheté cette laide structure et l'a ramenée à la vie de manière spectaculaire. Un projet de réaménagement miraculeux. Aujourd'hui, c'est un point de repère du quartier, abritant certains des restaurants les plus en vogue, des galeries d'art et des bureaux d'entreprises de haute technologie de la ville. Ce projet fut le plus grand pari de ma vie. J'y ai investi près de 80% de toute ma fortune et enduré d'innombrables nuits blanches. Mais je n'oublierai jamais l'émotion de la nuit où les premiers locataires sont entrés dans le bâtiment achevé. Ce fut le moment où ma bataille solitaire fut reconnue publiquement pour la première fois. Les journaux et magazines louaient anonymement, bien sûr, le brio de l'investisseur de génie T. Manning. Ce succès m'a donné une confiance inébranlable et des ailes pour viser encore plus haut. Je regardais Chris. Son visage n'était plus seulement pâle. Il était cendreux. Le restaurant français où il est impossible d'avoir une table, qu'il se vantait de fréquenter pour ses rendez-vous galants, se trouvait au dernier étage des Phoenix Loft. Nicole a dû s'en rendre compte aussi. Sa boutique préférée était au rez-de-chaussée de l'immeuble. Le monde éblouissant dont ils avaient profité en simples consommateurs, son sommet même, appartenait à Tracy, la femme qu'ils avaient méprisée et tenté de détruire. Cette vérité cruelle leur explosait en plein esprit. La juge Brown plissa les yeux derrière ses lunettes. Les Phoenix Loft. Je vois. Ce simple murmure le rendit clair. Tous les points épars venaient de se connecter. La juge Brown leva une main pour arrêter Johnson. Elle avait clairement décidé qu'il n'était pas nécessaire de lire le reste de la liste. Elle tourna un regard sévère vers Chris, Nicole et leur avocat. Maître,
Il y a quelques instants, vous avez affirmé que mademoiselle Tracy Manning, la belle-sœur de votre client, manque de jugement et se livre à des dépenses inconsidérées. Cependant, les faits révélés ici racontent une histoire bien différente. Mademoiselle Manning possède et exploite les Phoenix Loft, l'un des projets de réaménagement les plus réussis de cette ville, et détient au moins 9 autres propriétés générant des revenus. Comment comptez-vous expliquer l'écart fatal entre votre affirmation et ces faits? La voix de la juge était calme, mais tranchante comme l'acier. L'avocat de Chris se mit à suer à grosses gouttes, bégayant inutilement en essayant de formuler une excuse, mais aucun mot ne venait. Puis Johnson asséna le coup de grâce. Madame la juge, il y a une autre propriété importante. Il produisit le dernier dossier. La 12e propriété, le Grand Majestic Théâtre, une structure officiellement désignée comme monument historique de la ville. Le choc dans la salle d'audience atteignit son paroxysme. Ce magnifique théâtre, aimé de tous les habitants de la ville, fermé et au bord de la démolition, sauvé et ressuscité en sanctuaire culturel par un mécène anonyme. Sûrement pas. Mademoiselle Manning a personnellement financé la restauration de ce théâtre, poursuivit Johnson. Et en reconnaissance de sa contribution, elle a reçu une lettre de félicitations officielle de la Société de préservation historique de la ville. Il soumit une copie du certificat en tant que preuve. Madame la juge, je vous le demande, est-il concevable qu'une personne sujette à l'instabilité émotionnelle et au gaspillage impulsif puisse mener à bien un projet nécessitant une vision à si long terme, une planification méticuleuse et, par-dessus tout, un amour profond pour le patrimoine culturel de la communauté? La réponse était évidente pour tous. L'image fabriquée d'une Tracy mentalement instable s'effondra sans laisser de traces sous le poids de preuves indéniables. Je regardais simplement en silence. Mes 8 années de lutte solitaire parlaient plus éloquemment que les mots ne pourraient jamais le faire, prouvant ma vérité dans ce tribunal. Maintenant, Madame la juge, le ton de Johnson se fit plus vif. Il ne fait plus aucun doute que Madame Tracy Manning est une personne exceptionnellement capable qui a également apporté des contributions significatives à la société. Cela soulève une question cruciale. Pourquoi les demandeurs, sa propre famille, porteraient-ils des allégations aussi manifestement fausses? Il marqua une pause, puis s'adressa à toute la salle. Leur but était de dépouiller Madame Manning du contrôle de ses actifs. Mais si elle possède 12 propriétés, pourquoi était-il si obsédé par une seule? Cette maison de vacances à la montagne. Pour la première fois, le souvenir de cet appel téléphonique détestable, l'origine de toute cette épreuve, revint comme une lame de contre-attaque. Johnson leva un seul document. Ceci est un article du site web d'un magazine de luxe sur l'art de vivre. Il y a 6 semaines, cette même maison de vacances a été présentée comme l'une des retraites de luxe cachées les plus remarquables du moment. Le nom du propriétaire n'a pas été divulgué. Et le lendemain même de la publication de l'article, Madame Nicole Irving, la sœur de la défenderesse, a passé un appel téléphonique à Madame Manning. La voix mielleuse de Nicole résonna dans mon esprit. Et, Tracy. J'ai entendu dire que tu as acheté une maison de vacances incroyable. N'est-ce pas merveilleux? Mais tu es célibataire et tu n'as même pas d'enfant. À quoi bon la garder pour toi toute seule? C'est quelque chose qu'une famille comme la nôtre, avec des enfants, devrait utiliser. Ce n'était pas une suggestion. C'était la première déclaration de propriété. Pendant cet appel, Madame Irving a affirmé unilatéralement que la maison de vacances appartenait à sa famille, ces mots exprimèrent mes propres pensées. Madame Manning, bien sûr, a refusé. Et à peine 3 semaines plus tard, ce procès absurde a été intenté. Armé d'un contrat falsifié et de mensonges malveillants. Toutes les pièces se mirent en place. Il ne s'agissait jamais d'une inquiétude concernant sa capacité de gestion d'actifs. Ils ont vu la luxueuse maison de vacances dans un magazine, ont réalisé qu'elle appartenait à la sœur qu'ils avaient toujours méprisée, poussés par la jalousie et la cupidité, ils ont essayé de la prendre de force. C'était tout. Ce mobile simple et sordide fut mis à nu sous les lumières vives du prétoire. Finalement, Chris se mit à crier, comme s'il ne pouvait plus le supporter. Mensonge. Tout est un mensonge. Il y a un contrat. Elle, Tracy, l'a signé.
Son cri honteux résonna dans le prétoire autrefois calme, mais plus personne ne le croyait. La juge Brown le fit taire d'un regard glacial. Monsieur Irving, concernant le contrat que vous avez soumis. Elle prit lentement le document. Il y a plusieurs points très intéressants. Comme par un signal, Johnson intervint. Madame la juge, nous avons commandé une expertise graphologique professionnelle de ce contrat, ainsi qu'une analyse des matériaux du papier et de l'encre utilisée pour sa création. Nous soumettons les rapports d'expertise comme preuve. Johnson tendit un autre épais dossier à l'huissier. Selon les conclusions, premièrement, la signature est une falsification grossière qui ne correspond pas à l'écriture de Mademoiselle Tracy Manning avec une probabilité de 98,7%. Nicole eut un hoquet bref et aigu. Chris la foudroya du regard, le visage tordu de rage. Il était évident de savoir qui avait falsifié la signature. Johnson continua sans pitié. Plus important encore, le papier et l'encre. L'analyse montre que l'encre utilisée dans ce contrat est un produit récemment mis sur le marché il y a à peine 3 mois. La date inscrite sur le contrat, cependant, est d'il y a 1 an. Alors, comment devrions-nous interpréter cela? Les demandeurs posséderaient-ils par hasard une machine à remonter le temps? Une vague de rires étouffés se propagea dans le public. Ce n'était même plus une farce. C'était simplement le dénouement pathétique d'un complot criminel stupide. La falsification venait d'être prouvée scientifiquement et de manière décisive. L'avocat représentant Chris et Nicole se couvrit le visage de désespoir. Il avait probablement été trompé par ses propres clients. À cet instant, sa carrière professionnelle subit un coup dévastateur. Je regardais en silence tout s'effondrer autour d'eux. C'était la conséquence inévitable pour ceux qui tentent de voler par la force ce qui appartient aux autres. Chris et Nicole étaient d'une pâleur mortelle, incapables de prononcer un seul mot. Dans le public, nos parents tremblaient alors qu'ils étaient forcés d'affronter la réalité, leur gendre et leur fille étaient des criminels qui avaient commis une fraude flagrante devant un tribunal. Le statut social et la fierté qu'ils avaient si désespérément essayé de protéger volèrent en éclats à ce moment précis. La juge Brown examina lentement les rapports médico-légaux, puis posa les documents sur son bureau et se tourna vers moi. Son expression s'adoucit, toujours ferme, mais désormais empreinte de quelque chose d'humain, de complexe. Mademoiselle Manning, je souhaite tout d'abord m'excuser de vous avoir fait perdre votre temps précieux pour une plainte aussi infondée. C'était une déclaration extraordinaire, une juge s'excusant auprès d'une des parties d'une affaire. Et elle poursuivit, si vous le voulez bien, j'aimerais vous entendre directement. Ce que vous avez pensé et ce que vous avez accompli au cours de ces 8 dernières années, et pourquoi votre famille ne savait rien de ce succès remarquable. Toutes les preuves étaient là. La victoire juridique était déjà assurée. C'était l'étape finale que la juge m'avait offerte. Non pas comme une simple victime, mais comme la protagoniste de l'histoire, autorisée à dire la vérité avec mes propres mots. Je me levai lentement. À côté de moi, Maître Johnson hocha la tête fermement, en signe d'encouragement. Je pris une profonde inspiration. Puis, un par un, je regardai les visages de la famille qui m'avait trahi, rabaissé et tenté de tout me prendre. Il était temps de mettre un terme à cette farce avec mes propres mots. Je saluai d'abord poliment la juge Brown. Merci de votre considération, Madame la juge. Puis je me tournai vers la barre des témoins et commençai à parler à ma famille et à tous ceux présents dans la salle. Ma voix ne trembla pas. 8 ans de lutte solitaire m'avaient donné une force inébranlable. La raison pour laquelle je n'ai jamais rien dit à ma famille est simple. Parce qu'ils ne voulaient pas que je réussisse. Je vis mon père et ma mère tressaillir. Il y a 8 ans, j'ai dit à mon père que je voulais commencer à investir dans l'immobilier. Il a dit, tu n'as aucun talent. Tu te feras avoir et tu échoueras. Ma mère a dit, le bonheur d'une femme vient du fait de trouver un homme bien. Au lieu de croire en mon potentiel, ils m'ont imposé le rôle de la fille incompétente parce que c'était plus pratique pour eux. Quand j'ai acheté mon premier petit appartement, ma sœur Nicole a ri et a dit, qui voudrait louer un endroit aussi vieux et sale? Son mari, Chris Irving, m'a traité de célibataire pathétique et m'a méprisé pendant que je me tuais à la tâche. Je fis une pause et les regardai un par un. Pas une seule personne ne pouvait soutenir mon regard.
Ils voulaient que j'échoue. Quelque part au fond d'eux, ils s'attendaient à ce que je sois pauvre, malheureuse et que je finisse par revenir vers eux en rampant. Parce que mon succès prouverait que tout ce en quoi ils croyaient, les valeurs qu'ils m'imposaient, étaient faux. Ils ne pouvaient pas accepter cette réalité. Alors, quand ils ont appris mon succès, leur réaction n'a pas été la célébration. Il ne s'agissait pas de reconnaître ou de respecter mon empire. Ce fut de le voler et de le détruire. Mes mots étaient calmes mais portaient tout le poids de la vérité en résonnant dans le prétoire. Le contrat falsifié qu'ils ont soumis, continuai-je, ce document n'était pas simplement un outil de fraude. C'était l'incarnation de leur désir. Le souhait immonde que je sois exactement comme ils le disaient, stupide, imprudente et incapable d'accomplir quoi que ce soit sans leur aide. Je me tournai vers la juge. Madame la juge, concernant leurs allégations sur ma prétendue instabilité mentale, j'ai quelque chose à dire. Oui, j'ai peut-être été instable par moments. Pendant 8 ans, j'ai parcouru ce chemin seul, incomprise de tous, endurant les moqueries de ma propre famille tout en bâtissant un empire à partir de rien. Il y a eu d'innombrables nuits où j'ai cru que mon cœur allait se briser. Mais je raffermis ma voix. Pas une seule de mes décisions n'a été prise sur un coup de tête ou une impulsion. Chacune des 12 propriétés a été acquise grâce à des calculs méticuleux, une stratégie prudente et, par-dessus tout, une détermination inébranlable à tailler ma vie de mes propres mains. Réaménager les Phoenix Loft et restaurer le grand majestic théâtre n'étaient pas des actes de hasard. C'étaient des investissements dans cette ville et en moi-même. Finalement, je regardai ma sœur Nicole droit dans les yeux. Elle pleurait. Mais que ces larmes viennent du regret ou de la frustration de son plan raté n'avait plus d'importance pour moi. Ce qu'il voulait, c'était une unique maison de vacances à 1,5 million de dollars. Ce que je protégeais, c'était ma vie des 8 dernières années. Ces 12 propriétés. Non, l'empire que j'ai bâti moi-même. Quand j'eus fini, la salle d'audience était complètement immobile. Seul l'écho de mes mots persistait dans l'air. Après un long et lourd silence, la juge Brown prit enfin la parole. Sa voix ne sonnait plus simplement judiciaire. Elle portait la résonance solennelle de la dignité humaine elle-même. Mademoiselle Tracy Manning, merci pour votre courageux témoignage. Elle dirigea ensuite son regard vers le banc des demandeurs. Non, maintenant les accusés, Chris et Nicole. Ses yeux ne contenaient aucune sympathie, seulement la lueur sévère de la justice. Mademoiselle Nicole Irving, Monsieur Chris Irving, vos actions vont bien au-delà d'une simple dispute familiale. Vous avez sciemment utilisé des documents falsifiés et déposé des plaintes malveillantes et mensongères pour tromper cette cour, tentant de vous emparer illégalement des biens d'autrui et de détruire sa réputation. C'est un acte de fraude flagrant. Elle prononça chaque mot délibérément, comme si elle les gravait dans la pierre. En conséquence, cette requête est rejetée dans son intégralité. De plus, je déclare que les allégations de parjure et de fraude dans cette affaire seront officiellement transmises aux autorités du parquet. Un bruit sec et métallique retentit. À l'endroit où se tenait Chris, la mallette de son avocat tomba au sol. Chris lui-même réussit à peine à ne pas s'effondrer. Nicole laissa échapper un sanglot brisé. Puis, le regard perçant de la juge Brown balaya mes parents dans le public. Monsieur Richard Manning, Madame Suzanne Manning. Vous n'avez pas témoigné. Pourtant, tout au long de cette mascarade, vous avez hoché la tête en signe d'approbation et même applaudi, cautionnant ainsi clairement les actions frauduleuses des demandeurs. Un tel comportement est une insulte à cette cour et équivaut à un aveu de complicité dans ce complot malveillant. Votre responsabilité sera également poursuivie par le conseil de Madame Manning au civil. Mes parents se figèrent comme s'ils avaient été frappés par la foudre. L'excuse selon laquelle ils étaient simplement assis là ne tenait plus. Leur ruine était scellée. Suite à mon témoignage, les décisions de la juge Brown marquèrent le début de la fin pour eux tous. D'abord, Chris, le meneur. Il fut condamné à la prison pour parjure et fraude et immédiatement placé en détention. L'homme qui avait ri avec arrogance au tribunal fut emmené par l'huissier, incapable même de résister. Sa retraite pitoyable était un spectacle en soi. Sa carrière, sa fierté et son style de vie opulent prirent tous fin dans cette salle d'audience.
Ma sœur Nicole reçut un verdict de culpabilité avec sursis. Bien qu'épargnée de la prison, la punition équivalait à une condamnation à mort dans son monde. Son cercle social, qu'elle chérissait plus que la vie elle-même, l'a de fait exilée. Les amis lui tournèrent le dos. Les invitations aux fêtes cessèrent d'arriver. Son mari était en prison, son fier manoir confisqué, et le rôle qu'elle avait désespérément joué, celui de l'épouse riche et heureuse, lui fut arraché de force de la manière la plus humiliante. Quant à mes parents, ils perdirent leur procès civil intenté par Maître Johnson, contraints de payer des dommages et intérêts substantiels pour complicité et parjure. Mais ce n'était pas tout. Chaque affront passé, chaque remarque désobligeante qu'ils m'avaient lancée fut rendue publique. Et les médias locaux les qualifièrent de « parents toxiques » qui enviaient le succès de leur fille et cherchaient à la détruire. Le statut social auquel ils s'accrochaient si désespérément s'effondra, leur entreprise de meubles haut de gamme de longue date vit ses clients disparaître, et ils sombrèrent tranquillement dans la ruine. Hantés par les regrets et les conflits internes, ils passeraient le reste de leurs jours à se rejeter la faute. Une prison qu'ils avaient eux-mêmes construite. J'ai obtenu des ordonnances de ne pas faire permanente contre chacun d'eux, et mes 12 propriétés ont été placées sous une gestion fiduciaire blindée. Désormais, ils n'ont aucun moyen légal d'interférer dans ma vie. Ils n'ont fait que récolter les conséquences de la cupidité et de la jalousie qu'ils avaient eux-mêmes semées. Il n'y a plus de place pour eux dans mon monde. Mon avenir commence maintenant, depuis les 12 forteresses que je me suis battu pour protéger.